Cette matinée touche à sa fin et me revient de faire la conclusion, mais il y a tant de choses à dire. Déjà, un grand merci à Thierry Maumont, d'avoir pris cette initiative d'organiser ensemble à GPB et CEMAE, et notamment la section céréales, cette journée, parce que je pense que c'est la première d'une longue série. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à en tirer et à construire. Alors, par rapport à ça, la ferme 2030, je vais reprendre un de tes propos, Thierry, c'est que peu de gens en France, et peut-être même dans cette salle, j'espère pas dans cette salle, mais possible, mais en tout cas en France c'est sûr, savent que les céréales à paille, c'est 70% des surfaces cultivées, je dis bien cultivées, je ne parle pas des cultures pérennes, 70% des surfaces cultivées, c'est des céréales à paille. C'est énorme. C'est colossal, c'est essentiel, et il faut mettre effectivement toute notre recherche et tout l'investissement là-dessus. Mais alors, moi, ça m'a beaucoup amusé ce matin, parce qu'on a parlé de chicorée, de lentilles, de colza, de betteraves, et en fait, mes collègues agriculteurs, on peut parler, un petit peu, mais peut parler de céréales à paille. Alors je me suis dit, est-ce que justement cette surface de céréales à paille importante fait que du coup, ça vaut le coup d'investir? Et ça vaut le coup de trouver des solutions. Et est-ce qu'effectivement, on n'a pas plus de résilience trouvée dans la céréale à paille que dans les autres cultures? Je ne sais pas. Je pose la question là, mais je reviendrai tout à l'heure. Je pense que ça renvoie la question du financement de la recherche, du financement des obstanteurs et justement l'engagement des agriculteurs et de l'État et de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir trouver ces solutions de demain. Comme l'a dit Christian Huyghe, Farm to Fork, le Green Deal, si vous demandez à un agriculteur est-ce qu'il en veut, il vous dit non. Est-ce que le Green Deal, il y aura? Oui, c'est sûr. Par contre, est-ce que le Green Deal veut dire réduction de la production? Christian, dans un premier temps, la réponse, elle est quand même un peu oui. Sauf que, est-ce que c'est l'objectif du Green Deal de réduire la production? Non. L'objectif du Green Deal, c'est d'avoir plus de biodiversité, moins de phytosanitaires, moins de gaz à effet de serre avec les engrais. C'est des objectifs environnementaux, en fait. Ce n'est pas l'objectif de dire il faut moins produire. Mais c'est vrai que quand on dit il faut du bio, il faut 10% de surface non cultivée, dans un premier temps, c'est quand même automatiquement une réduction de la production. Alors, quand on en discutait il y a encore une quinzaine de jours avec la DG Agri, il nous disait « Oui, mais il y aura un creux, puis ça remontera. » Exactement ton message en disant « Bon, ça va être difficile, mais après, on va trouver les solutions. » Ben oui, mais il y a un pas de temps. Et le pas de temps, c'est ce qui nous manque quand on regarde toutes les pressions qu'on peut avoir à droite et à gauche. Alors, quelles sont les pressions? C'est le deuxième point que je voulais aborder. C'est qu'on est rentré dans un univers en ce moment qui fait un peu fi des agriculteurs, des acteurs, des obtenteurs, des sélectionneurs que nous sommes, mais qui fait fi aussi des politiques et des décisions politiciennes. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui nous gouverne, c'est la justice. On a, sur les néonicotinoïdes, une décision du Parlement européen qui casse la décision des politiques il y a 2 ans de remettre dans un cadre la possibilité d'usage des néonicotinoïdes. On a un Conseil d'État qui décide que les zones de non-traitement, il y a quelque temps, telles qu'elles étaient décidées, ben non, finalement, il faut faire autrement. On a de plus en plus une société qui se judiciarise. Et là, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas minimiser, qui est très important. Et je le dis, je le dis pourquoi, par rapport au thème de ce matin, c'est sur le sujet des NBT et plein d'autres sujets qu'on a pu avoir. Ou le sujet des brevets que vous avez insisté ce matin de façon extrêmement intéressante. Je pense que ce sujet-là doit être un sujet qu'il va falloir qu'on se réapproprie, parce que si on se laisse mener uniquement par des décisions judiciaires suite à l'appel d'une minorité d'entre nous,
souvent d'ONG, on va avoir un résultat qui ne tiendra plus la route, puisqu'on ne tiendra plus compte de la politique avec un grand P de la société et de la réalité du terrain. Le troisième sujet, je pense, qui est important à compléter sur cette matinée, alors vous l'avez un peu abordé, mais je voudrais insister fortement là-dessus, c'est la décarbonation. Je pense que ici, tout le monde a intégré qu'on avait un sujet sur le rendement, vous l'avez dit, sur la qualité, sur les ravageurs, sur la maladie, sur les mauvaises herbes, sur les aléas climatiques, le réchauffement, j'en passe et meilleurs. La décarbonation, ça va être un sacré sujet pour les 10 ans qui viennent. On a des obligations de réduction de 18% des émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculteur, le producteur, d'ici 2030 et 44% d'ici 2050. Mais c'est 100% de réduction pour l'amont et l'aval. C'est un sujet que si on ne prend pas à bras-le-corps, ça ne va pas le faire. Donc si j'avais un message à surrajouter à celui de la sélection variétale, c'est celui-là. Ça va être un vrai sujet. Je prendrai un exemple. C'est celui du blé dur. On en discutait hier dans le colloque blé dur. Aujourd'hui, on a une chute des surfaces. Je crois qu'en 12 ans, on a dû passer de 500 000 hectares à 250 000, divisé par 2 la surface. Donc forcément, la surface de marché aussi. Pour vendre de la semence, s'il n'y a plus de surface, il y a effectivement. Donc là, il va falloir qu'on y travaille. J'y reviendrai sur le financement de ça. Mais par rapport au gaz à effet de serre, on a un totem sur le blé dur qui est celui du niveau du taux de protéines. Le taux de protéines doit être élevé. Sinon, pour les semouliers, ça ne marche pas. Ben oui, mais du coup, il va peut-être falloir qu'on discute en filière, et c'était l'objet d'hier, des discussions et qui a lieu au niveau d'intercéréales. Peut-être qu'il va falloir accepter de faire des pâtes avec un peu moins de taux de protéines, de façon à ce qu'on mette un peu moins d'azote, de façon à ce qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Mais à ce moment-là, ça veut dire que dans la sélection et dans le CTPS, il va falloir accepter du blé dur qui ne correspond pas forcément à ce critère de sélection ou d'obtention. Et là, on voit que ça commence, on a parlé de combinatoire, de solutions combinatoires, on voit bien que là, on mélange à la fois les injonctions européennes sur la décarbonation, les problématiques de marché et de fabrication des pâtes, la problématique du producteur avec son azote, le taux de protéines, le sélectionneur. Il faut qu'on discute tous ensemble. C'est pour cette raison que je salue à nouveau cette initiative de cette journée. C'est avec des lieux comme ça qu'on arrivera à trouver les solutions de demain. Il faut qu'on arrive à malaxer toutes ces situations. Et comme ça a été dit à plusieurs fois, ce qui compte, c'est la cible. Voilà. Et cette cible de la décarbonation, c'est une cible incontournable qui va nous poser beaucoup de problèmes, mais aussi qui va nous amener à revoir les choses, à repenser les choses autrement et nous apporter beaucoup de solutions. Alors sur cet aspect combinatoire, évidemment, moi, vous savez que j'étais à l'initiative de l'association Contrat de Solutions, qui regroupe différentes organisations pour essayer de dire c'est bien les interdictions, mais s'il n'y a pas de solution, c'est pas possible. On ne peut pas avoir d'interdiction sans solution. Donc, passons contrat tous ensemble pour trouver ces solutions. La première réunion que j'avais animée, en fait, on s'était aperçu que les fabricants de produits phytosanitaires ne se parlaient pas avec les fabricants de buses et les fabricants de pulvérisateurs qui permettaient de mettre la buse juste par un petit pchit. Alors, on supposait que tout ça, ça allait le faire, sauf qu'un petit cheat, c'est pas tout à fait qu'un traitement en plein. Et donc, il y a besoin de discuter ensemble. Et en fait, dans cette association, aujourd'hui, il y a 44 organisations, dont CEMAE, il y a 44, et la GPB, 44 organisations qui se mettent autour de la table pour réfléchir et voir comment on peut faire et trouver les solutions qui seront et qui sont déjà combinatoires. Alors, autre point, je parlais de financement. Vous le savez, au printemps dernier, à la GPB, on s'est interrogé avec vous, savoir comment on pouvait faire en sorte de trouver les solutions de demain avec des financements de plus en plus difficiles. Moi, je suis convaincu que c'est le nerf de la guerre. Il va falloir qu'on trouve ces financements si on veut aller plus vite dans les alternatives. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé, alors à la louche, une augmentation de 15%
hein, de 0,9 à 1,05, de 15% de la crive. On a eu des débats en interne, ça s'est appliqué, aujourd'hui ça se passe. Ça paraît naturel pour les agriculteurs de pouvoir contribuer. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi peut-être que dans les filières, il y a aussi une contribution qui se fasse, et pas uniquement du producteur. Il va falloir aussi que l'État et la recherche fondamentale, voilà, que les choses se marient tous ensemble pour qu'on arrive à trouver ça. Il va falloir aussi qu'on ait cette réflexion réglementaire que je citais tout à l'heure par rapport au brevet. Il va falloir qu'on ait quand même une réflexion ambitieuse et cohérente sur tous ces sujets-là. Et moi, je ne regrette absolument pas d'avoir, avec mon conseil d'administration, voté cette acceptation d'augmentation de la crive, à condition, c'est ce que j'avais dit, à condition qu'effectivement on ait un suivi réel de ce qui se passe, et à condition aussi qu'on puisse s'investir un peu plus, nous producteurs, mais il faut nous-mêmes qu'on le fasse, et qu'on nous ouvre les portes sur ce dont on a besoin. Je pense que Stéphane Jezequel le redisait tout à l'heure, l'agriculteur est en train de changer sa manière de penser, la manière de travailler au quotidien et de fixer des cibles. Eh bien, je pense qu'il y a besoin d'avoir une ouverture un peu plus forte. Alors certes, souvent c'est des discussions extrêmement techniques qui nous dépassent peut-être un petit peu, nous, agriculteurs, par rapport à vous, sélectionnaires et chercheurs. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut qu'on ait une intégration un peu plus forte du besoin des producteurs. Ça vous semble évident, parce que vous dites, bah oui, on fait attention au rendement, à la maladie, etc. Mais dans les faits, je pense qu'au CTPS, parfois, alors je mets peut-être un pavé dans la mare un peu fort, j'en sais rien, mais parfois, on essaye de regarder qu'est-ce qui va se vendre. Et donc, on va écouter fortement le meunier, on va écouter fortement le brasseur, on va écouter ce qui est la moindre des choses, hein, parce que si on produit pour ne pas vendre, ça ne sert à rien. Le client est important. Oui, mais dans l'exemple du blé dur que je vous donnais tout à l'heure, si vous écoutez que le client, vous allez avoir un taux de protéines élevé. Si vous écoutez le client et le producteur, ben peut-être que vous allez avoir des variétés avec un meilleur rendement qui ont peut-être un peu moins de protéines. Et je pense que ça, c'est important. Je vous donne cet exemple-là, mais on pourrait le faire sur plein d'autres. Je pense que c'est important qu'on puisse continuer d'avancer et d'évoluer sur ces choses-là tous ensemble. Et je pense que l'engagement qu'on a pris ensemble avec cette hausse de la crive et d'un meilleur dialogue avec un comité de pilotage qui est mis en place d'ores et déjà, je pense que c'est une excellente chose. De même, je voudrais saluer, au travers de cette initiative, les 15 démonstrateurs que vous avez décidé de mettre en place. Je pense que si on n'a pas de lieu pour discuter, pour échanger concrètement, y compris avec les politiques, eh bien, je pense qu'on passe à côté des solutions d'avenir qui s'imposent à nous. Alors, quand je dis financement, et ça sera le dernier des 8 points que je voulais vous évoquer, on a, et là pour le coup, les sélectionnaires, vous en savez quelque chose, on a peut-être une chance qui nous est proposée avec ce nouveau gouvernement, c'est leur envie de dire on fait une planification écologique. Moi, j'ai tout de suite dit ok, banco, une planification, ça me plaît parce que ça veut dire que vous avez intégré la notion du temps. Ce qui jusqu'à maintenant, en France, était un peu abscon. Hein. Il nous fallait, qui était évacué. Il y avait un problème, on avait une décision, peu importe, il fallait appliquer une loi 1 mois, 2 mois après, on prenait une décision. Là, on est dans une notion de planification. Alors, bon, c'est pas parce qu'ils le disent qu'ils vont le faire, donc il va falloir être extrêmement vigilant pour que ça soit vraiment le cas. Mais je pense que c'est une chance pour nous, si on travaille tous ensemble et qu'on dit « oui, on va être proactif, on va vous faire des propositions », avec un cadencement réaliste et faisable. Hein, on voit que pour les NBT, c'est comme pour trouver une nouvelle variété, il faut entre 7 et 8 ans, hein, c'est ça à peu près, peut-être un peu plus. Mais il y a 2017 à aujourd'hui, ça en fait déjà 6 qui sont passés, donc peut-être sans doute un peu plus de 10 ans. Eh bien, je pense qu'ils doivent aussi intégrer que cette planification, elle est importante. Eh bien, à côté de cette planification écologique, il va falloir qu'on aille voir le gouvernement pour lui dire « qu'est-ce que vous investissez à nos côtés ?» C'est impossible de faire cette transition, c'est impossible de faire ces évolutions si on n'investit pas tous ensemble.
Si on est tout seul à investir, nous agriculteurs, vous sélectionneurs, pour nos sujets qui nous occupent ce matin, nous n'y arriverons pas à la bonne vitesse. Nous aurons un trou. Il faut que l'État investisse. Alors, ils l'ont déjà fait sur plein de sujets, mais je pense que là, on est encore au balbutiement. Il va falloir qu'on soit plus concret sur nos demandes. En tout cas, la GPB, ça va être le cœur du travail de 2023. Cette feuille de décarbonation, la rendre faisable avec une vraie planification des enjeux. Je pense que c'est un défi pour l'année qui vient qui va être extrêmement importante. Donc pour conclure, investissons ensemble dans les défis de demain. Ça ne va pas être simple, c'est extrêmement complexe, mais je peux vous assurer que ça sera combinatoire et passionnant. Mais ça tombe bien parce que sélectionneurs et agriculteurs, nous sommes des passionnés. Merci.